Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le gouvernement dresse sa feuille de route pour l'année 2021 après le séminaire gouvernemental. D'importants défis sont à relever pour le bien-être des populations sur le terrain. Cela va se traduire par des actions concrètes dans divers secteurs comme l'éducation. Dans ce 20h, nous évoquerons ces actions prioritaires et leur impact. Le COSIMER, nouveau président, l'imam Ousmane Diakité, a été désigné à l'unanimité par ses pairs aujourd'hui, dimanche 25 avril, à la tête du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Il succède à Cheikh Imam Amadou Traoré, rappelé à Dieu le 13 avril dernier. L'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Ndoutré dans la commune d'Abobo avance. La gendarmerie nationale vient d'interpeller 12 présumés assaillants. Ils sont soupçonnés d'avoir participé de la nuit du 20 au 21 avril dernier à l'attaque de la base militaire de Ndoutré. Ils ont été appréhendés dans la zone de Dabou. On connaît les résultats des législatives tenues hier samedi dans la circonscription électorale de Niakara, Tortilla, Harikoka. Le scrutin a été remporté par la liste RHDP conduite par Catherine Koné. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a récolté 59,79% des voix. 5 candidats étaient en lice. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le gouvernement dresse sa feuille de route pour l'année 2021 après le séminaire gouvernemental. D'importants défis sont à relever. Sur le terrain, cela va se traduire par des actions concrètes dont le but est d'impacter positivement le quotidien des populations. Mais quelles seront ces actions prioritaires dans les secteurs comme l'éducation, la santé, l'emploi et la sécurité? Élément de réponse avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire de 2030 se prépare maintenant. Le gouvernement de Patrick Achi l'a compris et entend d'ici l'échéance mener chaque année des actions d'envergure dans les secteurs prioritaires. En 2021, celui de la sécurité connaîtra une montée en puissance de la lutte antiterroriste, de même que les actions de protection civile. Nous entendons améliorer le rendement des services de police, mais aussi et surtout déployer davantage les sapeurs-pompiers civils sur toute l'étendue du territoire national. Une des grosses préoccupations aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Les moyens devront être dégagés pour que notre lutte gagne en efficacité. Besoin d'être rassurés sur le plan sécuritaire, les Ivoiriens attendent également de l'être sur le plan sanitaire dans un contexte où le virus de la Covid-19 est encore actif. Le ministère de la Santé va ainsi intensifier sa stratégie vaccinale dans les semaines à venir. Le renforcement du plateau technique va également se poursuivre en 2021 avec la construction et la réhabilitation de plusieurs édifices sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire va se donner les moyens d'avoir tous les types de vaccins et nous allons faire en sorte que partout où tous ceux qui sont en âge d'être vaccinés, ils pourront se vacciner pour se protéger contre cette maladie. D'ici la fin d'année, c'est plus de 300 lits supplémentaires qui seront servis, plus de 100 blocs opératoires. Nous allons augmenter l'accessibilité aux soins de santé par l'opérationnalisation de la CMU, la vulgarisation. Et nous allons travailler avec tous les Ivoiriens pour que chacun, en arrivant à l'hôpital, n'ait pas la peur au ventre. Parce que l'objectif de la couverture maladie universelle, c'est de faire en sorte que lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel que soit votre statut, vous puissiez être pris en charge. Dans le secteur de l'éducation, que va impliquer la mise en œuvre du décret d'application de la suppression des frais COGES? La réponse sera connue dans les semaines à venir. En parallèle, le ministère de l'Éducation va mener des actions d'envergure. Il s'agit d'intensifier la construction et l'équipement des écoles et des collèges de proximité. Au niveau de la qualité, il s'agit de voir comment recruter des enseignants qualifiés et comment également faire en sorte que le niveau des élèves soit meilleur. Donc ce deuxième défi au niveau de la qualité, c'est la qualité et l'excellence. Le troisième niveau de défi, c'est celui de la gouvernance. Il s'agit de voir comment financer l'école. Au niveau de l'enseignement supérieur, de nouvelles universités devraient ouvrir leurs portes cette année. Bien sûr, les chantiers en cours vont continuer. Vous avez actuellement l'université de San Pedro qui est en construction. La première phase de l'université qui, à terme, devra accueillir 3000 étudiants.
a été réalisé à 40%, il reste les 60% et les travaux continuent. Nous avons bon espoir d'achever ce qu'on appelle le bouclage financier sur l'université, de telle sorte qu'en octobre 2021, on puisse ouvrir cette université. Et de l'autre côté, vous avez l'université de Bontougou, financée par la Banque islamique de développement, qui est en cours de réalisation et les travaux vont bon train. Et là également, normalement, nous devons pouvoir ouvrir cette université en octobre 2022. Pour les apprenants déjà aptes pour le marché de l'emploi, des dispositifs d'insertion socio-professionnelle sont prévus par le gouvernement. Tous les programmes qui sont en cours vont continuer, mais au-delà de ces programmes, nous allons explorer toutes les possibilités, comme je l'ai dit, et avec le secteur privé et avec les autres ministères sectoriels, nous allons explorer toutes les possibilités pour aller beaucoup plus loin dans les résultats donc déjà obtenus. La feuille de route désormais dressée au niveau de chaque département ministériel, Patrick Hachi ne demande qu'une chose aux membres du gouvernement, des actions suivies de résultats afin d'améliorer le quotidien des populations. La solidarité, le partage, la fraternité se renforcent en ce mois de Ramadan. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a convié plusieurs personnalités, dont le Premier ministre à sa traditionnelle rupture collective de jeûne. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, a invité les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Kone Pagasoro de Madonji. Deuxième décade du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Période favorable pour le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, pour organiser sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Occasion pour le président du comité de transition des désignations du nouveau cheikh Aïma de mettre en relief l'importance de cette rencontre islamique, non sans rendre hommage au cheikh Aïma Bouakari Fofana et au cheikh Aïma Traoré Mamadou, mais aussi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tous rappelés à Dieu. Cheikh Moustapha Sonta a traduit la reconnaissance du COSIM au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Le Ramadan, avec son jeûne, ses prières nocturnes et ses œuvres cultuelles, vient chaque année pour revivifier la vie des musulmans, éduquer les êtres et éveiller le cœur en transformant positivement et son esprit et son comportement. C'est cela le caractère hautement spirituel du jeûne. La traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du COSIM a bénéficié du soutien du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le représentant du nonce apostolique, des responsables de la Chambre des rois et chefs traditionnels et des guides des autres confessions religieuses, d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Hachi, qui représentait à cette cérémonie religieuse le chef de l'État Alassane Ouattara. Université islamique, centre de santé communautaire, lycée islamique, chaîne de radio, chaîne de télévision, plusieurs réformes tendant à l'amélioration de la pratique religieuse et une obstinée éducation à la culture de la paix sont des acquis incommensurables qui ont changé le visage de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire sous la houlette du COSIM. C'est l'occasion de saluer les guides religieux d'autres confessions qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation du COSIM, une belle preuve de fraternité sans clivage. Partage de repas, louanges, prières collectives, invocations et bénédictions pour la cohésion, la paix et la stabilité. Des temps forts qui ont meublé cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, édition 2021. Le COSIM a un nouveau président. L'imam Ousmane Diakité a été désigné à l'unanimité par ses pairs aujourd'hui, dimanche 25 avril, à la tête du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Il succède à Cheikh Aïma Mamadou Traoré, rappelé à Dieu le 13 avril dernier. Nous Sangaré, Kone Pagasoro de Mandonji. Après le décès du Cheikh Aïma Traoré Mamadou le mardi 13 avril dernier, il aura désormais la tâche de diriger et de conduire la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'imam Ousmane Diakité, c'est lui, le nouveau cheikh Aïma. Il a été désigné à l'unanimité par ses pairs ce dimanche à la tête du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cela
au cours d'un conclave convoqué par le comité de transition de désignation du nouveau cheikh du COSIM. Au terme du conclave, c'est l'imam Ousmane Diakité qui a été désigné nouveau Cheikhul Aïmma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale. Imam de la grande mosquée Arafat de la Riviera Palmeraie, Cheikh Aïmma Ousmane Diakité était le secrétaire exécutif du COSIM. Par cette désignation, il devient le 7e président de cette importante structure islamique, le COSIM. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a rendu visite hier au cardinal Jean-Pierre Okotoa. Le chef du gouvernement et le numéro 1 de l'Église catholique de Côte d'Ivoire ont passé en revue l'actualité économique et sociale de notre pays. Notez que le chef du gouvernement ivoirien était accompagné des ministres Anne-Désiré Oloto, Danho Poulin et Bruno Koné-Nabagné. Voilà, la toile de la solidarité continue d'être tissée en cette période de Ramadan dans le nord du pays, précisément à Ouangolodougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a fait don de plus de 80 tonnes de vivres à la communauté musulmane. Une rupture collective de jeunes a été également initiée pour approfondir le sens du partage, nous rapporte Kader Sogodogo. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. L'islam rime bien avec le quotidien des populations. Des populations qui, justement, en cette période de jeûne du Ramadan, bénéficient de la générosité du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a dépêché le député de la localité les bras chargés de sucre et de riz, 80 tonnes de vivres au total. Partage et solidarité, des vertus chères à tout bon musulman. C'est une tradition pour le président du conseil régional du Djologo, en l'occurrence le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à chaque Ramadan de faire parler son cœur envers les populations du département de Ouangolodougou, comme il vient de le faire encore en offrant des vivres et des non-vivres. En tant que député, vous savez, un député est une courroie de transmission entre le peuple et les décideurs. Je tiens à lui dire merci, qu'il trouve en ces mots l'expression de ma profonde gratitude au nom de l'ensemble de la population du département de Ouangolodougou. Après les dons, au coucher du soleil, le député Traoré Drissa a initié une rupture collective, présidée par le préfet du département, Jean-Pierre Sori. À cette occasion, les guides religieux ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude aux donateurs. Ils ont, pour la circonstance, prié pour la paix et la cohésion partout en Côte d'Ivoire. On prend aussi le partage dans la région du Bafing. Le ministre Moussa Sanogo vient d'offrir aux fidèles musulmans 26 tonnes de riz et 14 tonnes de sucre pour leur permettre de traverser aisément ce mois de Ramadan, nous rapporte Eve Bouy. 26 tonnes de riz et 14 tonnes de sucre pour la communauté musulmane de la région du Bafing. C'est un don de Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, cadre de la région. Une action de solidarité envers cette communauté en ces temps de Ramadan. C'est une cérémonie qui rentre dans le cadre du partage, de la générosité, qui sont des valeurs fortement recommandées à l'occasion du Ramadan, du carême musulman. Donc c'est une occasion où les musulmans, les uns et les autres, doivent se faire des présents, se faire des bénédictions, dans le sens, comme je l'ai dit, du partage. Les bénéficiaires sont reconnaissants à l'endroit du chef de l'État et du donateur pour leur soutien constant. Ceci est donc une grande bouffée d'oxygène pour nous. Et quand quelqu'un vient soulager nos parents comme ça, le minimum que tu puisses faire là, c'est de lui dire merci. Et merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il augmente encore tout ce qu'il est en train de faire, il va faire pour nos parents. Vraiment, aujourd'hui, nous on a la disposition des chefs de l'État pour faire bénédiction. Ce qui nous est fait, vraiment c'est un grand pour nous. C'est un grand pour nous. Vraiment, on est là pour la bénédiction. Les imams là, ils sont là pour la bénédiction. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, se déroule pendant le 9e mois du calendrier musulman. Il sert à la purification spirituelle, à éprouver de la compassion et à grandir spirituellement.
Voilà, on partage, on prie et on s'imprègne davantage du Saint-Coran en ce mois de Ramadan. La prière s'accentue donc. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire organisée hier samedi 24 avril à la mosquée Salam du Plateau, la 15e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodienne du Coran autour de la problématique la justice et la solidarité, gage de paix et de stabilité. 15 candidats venus de 14 pays, dont celui de la Côte d'Ivoire, ont pris part à ce concours. Kone Pagassoro de Madamji. Mosquée Salam du Plateau. Ces candidats du Bénin, du Togo, du Libéria, du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone, du Mali et de la Côte d'Ivoire en pleine lecture du Noble Coran. Nous sommes à la 15e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodique du Saint-Coran, initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IFSI, autour de la problématique, la justice et la solidarité, gage de paix et de stabilité. En plus de la sensibilisation qui se fait à travers les caravanes et les prêches, la LIPSI a décidé de prendre part à la recherche de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale et surtout de l'intégration sociale. Des candidats jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles islamiques. À l'issue de la compétition, Issoufou Issiak, le candidat du Nigeria, est déclaré vainqueur. Le Niger occupe la 2e place, suivi de la Côte d'Ivoire, 3e. Aujourd'hui, le vainqueur ne sera certainement pas le Sénégal, le Mali, encore moins la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, mais le vainqueur sera l'islam, cette noble religion qui transcende la souveraineté des nations. Ce concours sous-régional de la lecture psalmodique du Noble Coran a bénéficié du soutien du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de cette 15e édition représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs, et du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Nous félicitons tous les musulmans et toutes les musulmanes qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui dans cette mosquée Salam du Plateau pour magnifier le Coran, respecter le Coran, glorifier Dieu et honorer nos candidats qui sont venus de la sous-région pour ce concours psalmodique du Coran. Les candidats ont été félicités et encouragés par le représentant du Premier ministre, les responsables du COSIM et ceux de la LIPSI, mais aussi par le jury. Ils ont reçu de nombreux présents composés, entre autres, du Saint-Coran, des manuels et ouvrages islamiques et une enveloppe chacun. Des prières et des bénédictions ont mis fin à ce concours psalmodique du Noble Coran. Et les prières en faveur de notre pays portent l'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Ndoutré dans la commune d'Abobo avance très bien. La gendarmerie nationale vient justement d'interpeller 12 présumés assaillants. Ils sont soupçonnés d'avoir participé dans la nuit du 20 au 21 avril dernier à l'attaque de cette base militaire de Ndoutré. Ils ont été appréhendés par les fins limiers dans la zone de Daloa, à Boussanogo. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que la base militaire de Ndoutré, dans la commune d'Abobo, qui abrite le 2e bataillon pilote projetable, a été attaquée par des individus. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés et d'un militaire ivoirien blessé. Suite à cette attaque, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Enquête qui a permis de localiser dans la zone de Daloa, plus précisément dans le village de Bekiprea, ces 12 présumés assaillants qui, dans leur repli sur leur base, ont fait escale à Daloa. L'un des présumés cerveaux confirme qu'ils ont été recrutés à Abidjan. Les courriers avec les gens qui avaient les plans pour attaquer. Là-bas, on m'a expliqué qu'il y a un travail. Après le réunion, là maintenant, il y a les libérés qui ont nous montré les armes qu'il y a les missions à quelque part qu'on a coupé ensemble pour partir là-bas. C'est là-bas on est parti maintenant et puis on nous a montré les trucs là, qu'il y a les missions. Ce qu'ils ont montré là dans un campement, c'était 4 carages avec les machettes. C'est ce qu'ils ont montré. On d'autres là-bas. C'est au Carrefour là même. Ils ont parlé et puis ils sont partis vers où il y a Carrefour. Séminaire là, ils sont partis vers derrière, c'est là-bas on nous a voyé. Il y a vu beaucoup de
personnes là-bas. Et ils ont été recrutés avec forte promesse. Ils disent qu'ils vont nous donner l'argent. Mais avant qu'ils vont te donner l'argent, il faut signer devant ton nom. 1 million et quelques. Les enquêtes sont en cours à l'effet de mettre le grappin sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Ndotré. On connaît les résultats des législatives tenues hier samedi dans la circonscription électorale de Niakara, Tortilla, Arikoka, commune et sous-préfecture. Le scrutin a été remporté par la liste RHDP conduite par Catherine Koné. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a récolté 59,79% des voix. Le taux de participation, 51,36%. 5 candidats étaient en liste, dont 4 indépendants. Voyons l'annonce des résultats proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 24 avril 2021. Région du Hambol. Circonscription 097. Arikoka, Niakaramandougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Population électorale 20 241. Votants 10 396. Taux de participation 51,36%. Bulletin nul 237, soit 2,28%. Bulletin blanc 170, soit 1,67%. Suffrage exprimé 10 159. Ont obtenu SD Sungari Kone 100, soit 0,98%. EPD Traoré Karidia 1312, soit 12,91%. TKL Touré Clory Lazare 711, soit 7%. RHDP Kone Catherine 6074, soit 59,79%. Guibès Guibessongi Dacier Kone Séverin 1792, soit 17,64%. Est élu RHDP Kone Catherine 6014, soit 59,79%. Et on ne baisse pas du tout la garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Attention, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce dimanche 25 avril, on dénombre dans notre pays 32 nouveaux cas, 45 852 cas confirmés à ce jour, 45 374 personnes guéries, 282 décès enregistrés. Nombre total d'échantillons, 585 823. Le 24 avril, 1648 personnes ont été vaccinées, soit un total de 118 875 personnes vaccinées contre la pandémie de Covid-19. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ces 13h, Herman Guivet a reçu M. Omarou Kwala, directeur national des villages d'enfants SOS de notre pays. Et voici maintenant 50 ans que l'institution existe. Et bien au bout de 50 ans, quel bilan? Je vous propose un extrait de les échanges pour nous faire une idée. 50 ans de SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de partenariat réussi avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. C'est 50 ans d'expérience dans la prise en charge du remplacement des enfants privés de protection parentale. C'est 50 ans de résultats riches pour la promotion des droits de l'enfant et des jeunes. Et ces 3 villages installés sur le territoire ivoirien, après le premier village ouvert en 1971. Et chaque village prend en charge autour de 200 enfants dans différentes familles qui sont établies au sein donc, du village. Et il faut dire que c'est une prise en charge intégrale, une prise en charge holistique qui consacre donc tous les aspects pour l'épanouissement de l'enfant. Pour nous, le principe fondamental, c'est que chaque enfant a droit à un foyer chaleureux. Nous avons actuellement plusieurs dizaines, sinon des centaines de jeunes cadres qui sont sortis des villages SOS et qui sont dans plusieurs administrations de la République de Côte d'Ivoire. Je profite de cette occasion pour dire merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui, sur les 50 années, nous a été d'un appui inestimable
et nous a permis donc de pouvoir assurer notre mission avec succès. En dehors donc de cet appui du gouvernement, nous avons donc l'appui de ce qu'on appelle les parrains et les marraines, qui sont des individus, des personnes physiques ou des personnes morales qui, de manière volontaire et citoyenne, décident de parrainer un enfant, de parrainer une famille ou de parrainer tout le village. Il y a des sociétés et des entreprises également qui sont des entreprises citoyennes qui décident aussi de nous accompagner. Pour les 50 années, nous pensons continuer notre mission donc, de la prise en charge du remplacement en renforçant donc bien sûr la qualité de la prise en charge et aussi diversifier et accroître nos sources de revenus en invitant la population d'une manière générale, les sociétés, les entreprises citoyennes à pouvoir parrainer et supporter les actions de village SOS en Côte d'Ivoire. D'autres questions dans ce 20, comment s'orienter après le baccalauréat? Comment capter et savoir les opportunités pour réussir son insertion professionnelle? Autant de questions évoquées au cours d'une conférence au lycée Bad de Ndoussi. Conférence animée par un modèle de réussite. Il s'agit de Brice Etienne Témélé, directeur administratif du patrimoine de l'Agéroute. Et c'était à l'occasion des journées carrières initiées par le Centre d'information et d'orientation de la direction départementale de l'éducation nationale de Tia-Salé. Michel Mambo. Ndoussi, au sud de la Côte d'Ivoire, dans le département de Tia-Salé. Animation particulière. Au lycée moderne Bat Ndoussi, les journées carrières battent leur plein. Djeneba et Ramata sont au rendez-vous. Venues de Tia-Salé, elles sillonnent les différents stands à la recherche d'informations. Cette journée est bienvenue pour les élèves en classe d'examen. Parce qu'il y a plein d'élèves qui ne savent pas où s'orienter après les examens. Ils sont un peu perdus. Donc cette journée nous aide à mieux nous orienter et comprendre aussi les métiers que nous voulons faire. Visite de stand et également conférence au programme de ces journées d'information et d'orientation. À la tribune du modèle de réussite, Brice Etienne Témélé, le directeur administratif du patrimoine de l'Agéroute, partage son expérience avec la jeune génération. Les maîtres mots de son propos, courage et abnégation au travail. Il y a du travail en Côte d'Ivoire. Mais seulement, c'est des meilleurs qui arrivent à se démarquer pour obtenir ce travail-là. Donc, ce que je leur ai partagé comme expérience, c'est que je suis ici d'une famille modeste. On a vécu dans des conditions très difficiles, mais cela ne m'a pas empêché de me donner à fond dans le travail et jusqu'à ce que j'arrive là où je suis. Donc, je leur ai demandé également d'être respectueux et de chercher à apprendre des aînés. Un message qui captive plus d'un. J'ai retenu que dans le travail, il faut persévérer et que seul le travail paye. Dans le travail, il faut être respectueux. Et vraiment, c'est un monsieur qui m'a inspiré beaucoup à travers ses dires. Cette plateforme d'échange sur les opportunités de formation après le baccalauréat est à l'initiative du Centre d'information et d'orientation de la direction départementale de l'éducation nationale de Tia-Salé. Il était aussi un digne fils de la Côte d'Ivoire, un modèle de réussite. Malheureusement, il est décédé le 10 mars dernier. Il s'agit du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les populations de Tia-Poum lui ont rendu un hommage. Un concert a été organisé en la mémoire de l'illustre disparu dans la localité de Tia-Poum. Godefroy Okambawa nous rapporte. Plus d'un mois après son décès, Ahmed Bakayoko, toujours dans la mémoire collective, ses actions continuent d'être célébrées à Tia-Poum. Le député de la localité honore l'illustre disparu. Il invite la jeunesse à s'approprier les valeurs sociales et professionnelles qui ont marqué sa vie. Ce concert dédié à Ahmed Bakayoko, la construction de Tia-Poum est véritablement lancée et que le processus est irréversible. Nous allons vers le développement, nous allons vers le succès et nous avons décidé de remercier le président de la République. Au cours d'un concert, des jeunes, pour la plupart, rendent un hommage à celui qu'ils qualifiaient de repère. Un homme qui faisait de la jeunesse une priorité. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier et l'émotion est encore vive à Tia-Poum. Et la Côte d'Ivoire n'oublie pas le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine dans le monde.
La Cour suprême malienne a rejeté le pourvoi du procureur général. Elle a donc confirmé l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités du pays, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Ces personnalités étaient accusées d'avoir préparé un coup d'État. 5 des 7 accusés emprisonnés depuis décembre ont été libérés. La justice malienne n'a fourni aucune preuve du coup d'État en préparation. L'Agence européenne des médicaments a réitéré sa confiance dans le vaccin contre la Covid-19 de Janssen, filiale de Johnson & Johnson. Le régulateur européen reconnaît qu'il pourrait avoir un possible lien entre ce produit et des cas de caillots de sang atypiques chez des personnes vaccinées aux États-Unis, mais elle estime que les caillots sanguins devaient être répertoriés comme effet secondaire très rare du vaccin Johnson & Johnson. Des manifestants affirment avoir été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements de la part des forces de l'ordre dans les lieux de détention, et ce après des protestations dans l'affaire impliquant l'opposant Ousmane Sonko en février et mars dernier. Pour apaiser la tension, les autorités ont annoncé la mise en place d'une commission d'enquête libre et indépendante pour situer les responsabilités. Ce jeudi, au large de la Libye, une dizaine de corps a été retrouvé près d'un bateau. Ce bateau pneumatique avait été signalé en détresse avec 130 personnes à bord. Aucun survivant n'a été retrouvé lors des opérations de recherche. Une dizaine de chefs d'État étrangers ont participé ce vendredi aux funérailles d'Idriss Déby en N'Djamena. Le président tchadien est mort le mardi 20 avril à 68 ans lors des opérations militaires contre les rebelles du FACT. Son fils Mahama Idriss Déby, général de corps d'armée, occupe les fonctions de chef de l'État et de chef suprême des armées selon la charte de transition publiée après son décès. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient de nommer un émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique. Jeffrey Feltman doit rechercher une issue au conflit au Tigré afin d'éviter une escalade entre Addis Abeba et Khartoum qui se disputent une zone frontalière. Il doit aussi apaiser les tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte autour du barrage éthiopien sur le Nil. Ce dimanche, la marine indonésienne a annoncé avoir retrouvé le sous-marin qui avait sombré au large de Bali. Le commandant des forces armées indonésiennes a donc confirmé que les 53 membres d'équipage sont tous décédés. Le sous-marin, brisé en 3 parties, avait disparu le mercredi 21 avril dernier. Voilà, ainsi va le monde. C'est avec ce commentaire de Gabriel Zani que nous refermons ce journal. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, retrouvez Colloque Bali. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.